En 3 mois, un pont naît là où tout semblait impossible. Avec des pneus usagés comme piliers, l'équipe transforme un défi logistique en ouvrage praticable et le coût annoncé descend à moins 70% d'un projet classique. Que révèle cette méthode sur l'ingéniosité locale quand Ibrahim Traoré choisit de miser sur la formation d'artisans et d'ingénieurs plutôt que d'attendre une aide extérieure? Plus de 3000 emplois, moins 30% d'accidents liés aux crues et jusqu'à 25% de ventes en plus, l'impact devient difficile à ignorer dès maintenant. Cette histoire ne parle pas seulement d'un pont construit avec des pneus usagés, elle pose une question plus large. Que se passe-t-il lorsqu'un État décide d'agir avec ce qu'il possède déjà, au lieu d'attendre des solutions venues d'ailleurs? L'enjeu dépasse l'ingénierie. Il touche à la souveraineté économique, à la confiance collective et à la capacité d'un pays à transformer une contrainte en levier durable. Pour le spectateur, la promesse est claire. Comprendre comment une décision politique apparemment risquée peut produire des résultats concrets, mesurables et rapides, sans financement extérieur. En suivant cette trajectoire, il devient possible d'identifier ce qui relève de la vision stratégique, de la mobilisation sociale et de l'exécution méthodique. Le bénéfice est immédiat, une grille de lecture applicable à d'autres contextes où les ressources sont limitées, mais les besoins urgents. Derrière cette initiative, Ibrahim Traoré ne met pas seulement en avant une infrastructure. Il teste un modèle d'action fondé sur l'autonomie, la formation locale et la responsabilisation collective. La suite permet de voir jusqu'où ce pari peut réellement aller. Le chiffre clé apparaît rapidement. Le coût de construction du pont est inférieur de 70% à celui d'un ouvrage classique financé par des bailleurs internationaux. Cette économie n'est pas marginale, elle redéfinit immédiatement ce qui est jugé faisable dans un contexte de ressources limitées, tout en montrant qu'une alternative opérationnelle peut exister sans appui extérieur massif. Pour comprendre cette rupture, il faut revenir au point de départ. Dans plusieurs zones du Burkina Faso, les routes deviennent impraticables durant la saison des pluies. Les crues isolent les villages, interrompent le commerce régional et exposent les habitants à des traversées dangereuses, à pied ou en pirogue. Ce contexte crée une pression constante. Chaque saison pluvieuse répète les mêmes pertes économiques et humaines. Le besoin d'une infrastructure fiable est connu, mais les solutions traditionnelles restent coûteuses, lentes et dépendantes de financements incertains. C'est dans ce cadre qu'Ibrahim Traoré choisit de changer d'angle. Plutôt que de chercher des matériaux lourds importés ou des fonds internationaux, la décision est prise d'exploiter une ressource abondante et négligée, les pneus usagés. Ce choix n'est pas seulement technique, il implique de former rapidement des artisans, d'adapter les méthodes de construction et d'accepter une part de scepticisme initial, y compris au sein des communautés concernées. La mobilisation est pourtant rapide. Des milliers de pneus sont collectés à l'échelle nationale. Des ingénieurs locaux conçoivent des modules porteurs capables de supporter des charges élevées. Les équipes sont formées sur place, transformant un chantier en laboratoire de compétences. En quelques semaines, ce qui semblait expérimental devient une structure tangible. Cette mini-révélation change la lecture du projet. Le pont n'est plus une exception improvisée, mais le résultat d'une chaîne logique. Contraintes fortes, ressources locales, décisions politiques claires et exécution collective. C'est cette articulation qui prépare les effets observés par la suite. Au cœur du chantier, un acteur discret joue un rôle déterminant. L'ingénieur principal chargé de traduire la vision politique en solutions concrètes. Désigné pour coordonner le projet, il devient le point de convergence entre l'intuition stratégique et l'exécution technique. Sa mission est claire: transformer des pneus usagés en modules fiables, capables de répondre aux normes de sécurité malgré l'usage de matériaux non conventionnels. Très tôt, les premiers effets apparaissent. Dans un village auparavant isolé pendant plusieurs mois chaque année, les agriculteurs parviennent désormais à acheminer leur production sans interruption vers les marchés régionaux. Les pertes liées aux crues diminuent nettement et le calendrier agricole redevient prévisible. Ce changement, encore localisé, modifie déjà la perception du projet parmi les habitants les plus sceptiques. Un autre exemple illustre cet impact précoce.
Une jeune soudeuse, formée directement sur le chantier, accède à un emploi stable et acquiert des compétences techniques rares dans la région. Son parcours n'est pas exceptionnel, il devient représentatif. Autour d'elle, des dizaines d'artisans découvrent de nouvelles méthodes de travail, apprennent à lire des plans modulaires et participent à des tests de résistance inédits pour eux. Le chantier fonctionne alors comme un espace de transmission accéléré de savoir-faire. Dans cette phase, la décision initiale d'Ibrahim Traoré prend une dimension humaine. Misère sur les ressources locales ne signifie pas seulement économiser de l'argent, mais investir dans des capacités durables. Les impacts précoces ne se mesurent pas uniquement en chiffres, mais en confiance retrouvée et en compétences accumulées. Le projet cesse d'être perçu comme une expérience risquée. Il devient un signal concret que l'effort collectif peut produire des résultats visibles rapidement. La mise en mouvement du projet commence par une décision simple, mais lourde de conséquences. Face à l'urgence d'une infrastructure essentielle, Ibrahim Traoré annonce publiquement l'initiative et lance un appel national à la collecte de pneus usagés. Le message est direct: utilisez ce qui existe déjà, mobilisez immédiatement et avancez sans attendre. La réponse dépasse les attentes. Des milliers de pneus affluent depuis différentes régions du Burkina Faso, portés par des communautés d'abord curieuses, puis progressivement convaincus de l'utilité du projet. Dans le même temps, les équipes techniques se mettent en place. Des ingénieurs locaux élaborent un plan précis pour découper, assembler et renforcer les pneus afin de créer des modules porteurs. Chaque étape est pensée pour garantir la stabilité et la sécurité de l'ouvrage. Des artisans, soudeurs et techniciens sont formés sur le terrain, parfois pour la première fois, à des méthodes de construction non conventionnelles. Le chantier devient un espace d'apprentissage intensif, où l'erreur est analysée et corrigée rapidement. Le moment culminant intervient lorsque les premiers modules sont assemblés sur le site du pont. L'opération est rapide, presque inattendue, grâce à la formation accélérée des équipes. Les premières inspections montrent que la structure supporte des charges importantes, y compris le passage de véhicules lourds. Les sceptiques, qui doutaient de la solidité des matériaux recyclés, commencent à revoir leur position. La présence régulière d'Ibrahim Traoré sur le chantier renforce la visibilité du projet et la confiance des équipes engagées. La phase suivante est décisive, le pont est soumis à des tests dans des conditions climatiques difficiles, pluie abondante, vent fort et variations de température. La structure reste stable. Les camions de ravitaillement traversent sans incident, permettant aux commerçants et aux agriculteurs de reprendre leurs activités sans interruption. Pour les habitants, ce moment marque un basculement. L'ouvrage n'est plus une promesse, il devient un outil quotidien. Les conséquences apparaissent alors en chaîne. Les villages auparavant isolés retrouvent une continuité économique. Les marchés régionaux deviennent accessibles toute l'année. La circulation plus sûre réduit les accidents liés aux crues, en particulier pour les enfants et les personnes âgées. Sur le plan social, l'implication collective renforce la cohésion communautaire et la fierté locale. À ce stade, le projet dépasse largement sa fonction initiale. Il incarne une démonstration concrète de ce que peut produire une mobilisation rapide, structurée et locale. L'enchaînement des étapes, mise en mouvement, moment culminant, puis conséquences, montre que la contrainte n'a pas été un frein, mais un catalyseur. Le pont devient le symbole visible d'un choix stratégique assumé, porté par Ibrahim Traoré et concrétisé par l'engagement de milliers de citoyens. Avant la construction du pont, la situation de référence est claire. Pendant la saison des pluies, les villages concernés subissent des interruptions régulières mais des échanges. Les traversées se font à pied ou en pirogue avec un niveau de risque élevé. Les pertes agricoles sont fréquentes, le commerce ralentit fortement et les accidents liés aux crues font partie du quotidien. Cet état initial décrit un système fragile dépendant des conditions climatiques et dépourvu d'alternatives fiables. Le premier indicateur mesurable concerne le coût de construction. Le projet réalisé avec des pneus usagés affiche une dépense inférieure de 70% à celle d'un pont classique financé par des bailleurs internationaux. Cette réduction ne signifie pas une baisse de qualité, mais un changement de structure des coûts. L'utilisation de matériaux recyclés et de main-d'œuvre locale formée sur place limite les importations, réduit les délais et concentre l'investissement sur les compétences internes.
Chaque franc économisé devient une marge de manœuvre pour d'autres besoins publics. Le deuxième indicateur porte sur l'emploi local. Environ 3000 emplois directs sont créés durant la phase de construction. Parmi eux, près de 60% concernent des habitants des zones voisines. Ce chiffre traduit un double effet. À court terme, il injecte des revenus dans l'économie locale. À moyen terme, il constitue un stock de compétences techniques nouvelles transférables à d'autres projets d'infrastructure. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'emploi n'est pas seulement temporaire, il devient un vecteur de formation et d'autonomie professionnelle. Le troisième indicateur touche à la sécurité et à la santé publique. Dans les zones desservies par le pont, le taux d'accidents liés aux inondations diminue de 30%. Cette baisse s'explique par la suppression des traversées dangereuses et par un accès continu aux services essentiels. Les enfants peuvent se rendre à l'école même pendant les périodes de crue. Les familles accèdent plus facilement aux centres de santé. La sécurité n'est plus conditionnelle à la météo. Un effet indirect, mais tout aussi mesurable, apparaît sur l'activité commerciale. Les commerçants locaux signalent une augmentation moyenne de 25% de leurs ventes. La raison est simple, la continuité logistique réduit les pertes, stabilise les approvisionnements et élargit l'accès aux marchés régionaux. Les agriculteurs transportent leurs récoltes sans retard, ce qui améliore la sécurité alimentaire et la prévisibilité des revenus. Pris ensemble, ces chiffres dessinent un écart net par rapport à la situation initiale. Le pont n'est pas seulement un ouvrage physique, il agit comme un multiplicateur économique et social. En s'appuyant sur des données concrètes plutôt que sur des intentions, la stratégie défendue par Ibrahim Traoré démontre qu'une approche locale peut produire des résultats comparables, voire supérieurs, à des modèles plus coûteux et dépendants de financements externes. Plusieurs critiques émergent rapidement face au projet du pont en pneus usagés. La première concerne la durabilité à long terme. Des experts en infrastructure traditionnelles avancent dans que des matériaux recyclés pourraient se dégrader plus vite sous l'effet combiné des charges répétées et des conditions climatiques extrêmes. Selon eux, une solution innovante peut fonctionner à court terme, mais poser des problèmes d'entretien coûteux dans le temps. Une seconde critique porte sur la reproductibilité. Les sceptiques estiment que la réussite dépend fortement d'un contexte spécifique, disponibilité des pneus, mobilisation exceptionnelle des communautés et présence d'ingénieurs compétents. Transposer ce modèle à d'autres régions, voire à d'autres pays, serait donc incertain. Le risque serait de présenter une expérience locale comme un standard universel. Enfin, certains économistes soulignent le caractère temporaire de l'impact économique. Créer des emplois durant la construction et augmenter les ventes commerciales pendant quelques mois ne garantirait pas, selon eux, une amélioration structurelle et durable de la sécurité alimentaire ou de la stabilité des revenus. Le projet pourrait alors être perçu comme un succès ponctuel plutôt qu'un levier systémique. Ces objections méritent d'être prises au sérieux. Pourtant, les réponses apportées reposent sur des éléments concrets. Les tests structurels réalisés montrent que les modules en pneus supportent des charges supérieures aux estimations initiales et résistent aux conditions climatiques locales. La durabilité n'est donc pas postulée, elle est observée et mesurée dans l'usage réel. Sur la question de la reproductibilité, l'argument clé réside dans la formation. Les 3000 travailleurs mobilisés ne constituent pas seulement une main-d'œuvre temporaire. Ils deviennent des porteurs de compétences capables d'adapter la méthode à d'autres contextes. Le modèle n'est pas figé, il est modulable, ce qui renforce sa transférabilité. Quant à l'impact économique, les données combinées montrent plus qu'un effet passager. La réduction durable des accidents, l'amélioration continue de l'accès au marché et la montée en compétences locales créent des conditions favorables à des bénéfices prolongés. En soutenant cette approche, Ibrahim Traoré ne nie pas les limites du projet, mais mise sur un apprentissage collectif capable d'améliorer les itérations futures. Cette phrase résume la bascule observée après les premières semaines d'exploitation. L'élément inattendu n'est pas seulement que la structure tienne, mais qu'elle dépasse les attentes initiales. Les analyses post-construction montrent que les modules en pneus recyclés supportent des charges supérieures aux estimations de départ, sans dégradation rapide ni incident majeur.
Ce constat transforme un projet jugé audacieux en référence crédible. La perception évolue alors à plusieurs niveaux. Pour les communautés locales, l'ouvrage cesse d'être une expérimentation surveillée. Il devient un passage quotidien, fiable, intégré aux routines économiques et sociales. La confiance remplace le scepticisme initial et l'implication citoyenne s'en trouve renforcée. Les habitants comprennent que la solution n'est pas provisoire mais suffisamment robuste pour s'inscrire dans la durée. À l'échelle nationale, cette révélation change aussi le discours. Le projet n'est plus présenté comme une réponse exceptionnelle à une urgence ponctuelle. Il commence à être perçu comme un modèle d'approche, fondé sur l'utilisation intelligente des ressources locales et sur la montée en compétences internes. Dans ce contexte, la décision d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un pari isolé que comme un signal stratégique adressé aux institutions et aux territoires. La révélation médiane ne porte donc pas uniquement sur la solidité du pont, elle porte sur une idée plus large. L'innovation locale peut produire des infrastructures fiables, mesurables et reproductibles, même dans des environnements contraints. Les effets du pont se lisent d'abord au niveau de l'État. Pour les autorités, l'ouvrage démontre qu'un projet complexe peut être conçu, financé et exécuté localement, sans dépendance directe à l'aide internationale. La réduction de 70% des coûts libère des marges budgétaires réaffectables à d'autres priorités publiques. Cette expérience renforce aussi la crédibilité institutionnelle, en montrant qu'une décision assumée peut produire des résultats rapides et mesurables sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Note du côté des entreprises locales, l'impact est immédiat et opérationnel. Les commerçants bénéficient d'une continuité logistique qui transforme leur activité quotidienne. Les ruptures liées aux crues disparaissent, les délais de transport se stabilisent et les pertes diminuent fortement. Cette fluidité se traduit par une augmentation moyenne de 25% des ventes, signalée par plusieurs acteurs. Les transporteurs optimisent leurs itinéraires, tandis que certaines petites entreprises élargissent leur zone de chalandise grâce à un accès fiable aux marchés régionaux. Pour les citoyens, les conséquences sont à la fois visibles et durables. La sécurité progresse nettement, avec une baisse de 30% des accidents liés aux inondations dans les zones desservies. Les enfants traversent sans danger pour rejoindre l'école, même pendant la saison des pluies. Les familles accèdent de plus facilement aux services de santé sans dépendre des conditions climatiques. Au-delà de ces bénéfices pratiques, la participation au projet renforce la cohésion sociale et la fierté collective, car les habitants ont contribué directement à la réussite de l'ouvrage. À l'échelle régionale, le pont en pneus usagés envoie un signal fort. Il montre qu'une réponse locale peut émerger dans un contexte sahélien marqué par des contraintes financières et environnementales sévères. Des délégations et des experts observent le projet, non pour copier à l'identique, mais pour comprendre les principes à l'œuvre. Mobilisation communautaire, adaptation technique et leadership politique clair. Cette visibilité repositionne le Burkina Faso comme un terrain d'innovation pragmatique plutôt que comme un simple bénéficiaire d'aide. Pris ensemble, ces impacts dessinent un effet multiplicateur. L'État gagne en capacité d'action, les entreprises en stabilité économique, les citoyens en sécurité quotidienne et la région en inspiration stratégique. Le pont ne se limite plus à relier deux rives. Il relie des intérêts convergents, structurés autour d'une décision initiale portée par Ibrahim Traoré, dont les conséquences dépassent largement le chantier lui-même. La première trajectoire, la plus probable, repose sur la continuité. Le pont fonctionne normalement et l'entretien minimal est assuré par les équipes locales formées durant la construction. Les échanges commerciaux restent fluides, les ventes des commerçants se maintiennent à un niveau supérieur à la période antérieure et la sécurité demeure améliorée pendant les saisons de pluie. Dans cette trajectoire, le projet sert de référence interne, il consolide la confiance dans les solutions locales et alimente la planification de nouvelles infrastructures de même nature sans changement brutal d'échelle. La trajectoire la plus favorable envisage une diffusion plus large du modèle. D'autres régions s'inspirent de l'expérience et lancent des projets similaires utilisant des matériaux recyclés. Les artisans formés deviennent des relais de compétences capables d'encadrer de nouveaux chantiers. Les coûts de construction diminuent de manière structurelle,
tandis que l'emploi local augmente. La visibilité internationale s'accroît, positionnant le Burkina Faso comme un exemple d'innovation pragmatique en Afrique de l'Ouest. Dans ce cadre, la décision initiale d'Ibrahim Traoré prend une dimension stratégique, car elle ouvre la voie à un changement durable des méthodes d'aménagement. La trajectoire la plus défavorable identifie les risques. Des conditions climatiques plus sévères que prévues ou une utilisation intensive pourrait accélérer l'usure de la structure. L'entretien deviendrait plus coûteux et certaines communautés pourraient connaître de nouvelles interruptions temporaires. Cette situation fragiliserait la confiance acquise et ralentirait la réplication du modèle. Toutefois, même dans cette hypothèse, l'expérience accumulée permettrait d'ajuster les techniques, de renforcer les normes et d'améliorer les futurs projets. Face à ces trois trajectoires, une recommandation de fond s'impose. Si l'entretien est négligé, les bénéfices s'érodent. Si la formation et le suivi sont maintenus, les effets positifs s'amplifient. Autrement dit, si l'approche reste collective et adaptative, alors le projet peut dépasser le stade expérimental. Cette lecture conditionnelle permet aux spectateurs de comprendre que l'avenir du pont dépend moins du matériau utilisé que de la capacité à apprendre, ajuster et décider dans la durée. Le projet du pont en pneus usagés touche directement plusieurs profils, au-delà du contexte burkinabé. Pour les habitants des villages concernés, l'impact est concret et immédiat. La sécurité accrue lors des traversées, l'accès continu au marché et la réduction des pertes agricoles transforment la vie quotidienne. Ces changements ne relèvent pas d'une abstraction politique, mais d'une amélioration visible des conditions de vie ressenties au jour le jour. Pour les artisans, techniciens et jeunes formés sur le chantier, l'expérience constitue un tournant professionnel. Les compétences acquises ne se limitent pas à un projet unique. Elles renforcent l'autonomie, l'employabilité et la capacité à résoudre des problèmes complexes avec des ressources limitées. Ce capital humain devient un levier durable, capable de soutenir d'autres initiatives locales ou régionales. Un troisième groupe concerne les décideurs, entrepreneurs et observateurs extérieurs. Le pont représente une alternative crédible au modèle d'infrastructure dépendant de financements lourds et de délais longs. Il invite à repenser la manière dont les ressources locales peuvent être mobilisées de façon stratégique. À ce niveau, la démarche impulsée par Ibrahim Traoré fonctionne comme un cas d'étude, montrant que la contrainte peut être intégrée dès la conception plutôt que subie. Pour le spectateur, cette projection ouvre une question plus personnelle. Dans des contextes différents, mais souvent confrontés à des limites similaires, quelles ressources restent sous-utilisées, quelles compétences locales pourraient être renforcées par une approche plus collective. Le projet ne fournit pas une recette universelle, mais une méthode de réflexion transposable. En observant ces trajectoires, chacun peut identifier un point d'ancrage. L'histoire du pont devient alors un miroir invitant à réfléchir à la manière dont des solutions concrètes peuvent émerger à partir de ce qui est déjà disponible. Pour transformer cette réussite en modèle durable, une trajectoire claire se dessine en plusieurs étapes. La première concerne le renforcement des compétences locales. Il s'agit d'étendre la formation des artisans et techniciens aux techniques utilisant des matériaux recyclés, afin de garantir la qualité et la sécurité sur d'autres projets. Des ateliers pratiques et des systèmes de mentorat permettent de consolider le savoir acquis sur le pont. La deuxième étape porte sur le cadre normatif. L'usage de matériaux alternatifs dans les infrastructures publiques nécessite des règles adaptées. Définir des normes techniques et des procédures de contrôle sécurise les projets futurs et rassure les populations. Cette structuration transforme une innovation ponctuelle en pratique reconnue et reproductible. La troisième étape implique la mobilisation coordonnée des acteurs. Collectivités locales, ingénieurs, artisans et partenaires régionaux doivent travailler ensemble pour assurer l'approvisionnement en matériaux, l'organisation des chantiers et le partage d'expertise. Cette coordination réduit les frictions et accélère la mise en œuvre. La quatrième étape repose sur une évaluation continue de l'impact. Suivre régulièrement les indicateurs économiques, sociaux et sécuritaires permet d'ajuster les méthodes. Coûts, sécurité, revenus commerciaux et satisfaction des communautés deviennent des outils de pilotage, et non de simples bilans a posteriori. Enfin, la diffusion des enseignements constitue une étape clé. Partager les résultats, les limites
et les améliorations possibles favorisent l'apprentissage collectif. En soutenant cette approche structurée, Ibrahim Traoré ne cherche pas seulement à multiplier les ponts, mais à installer une capacité durable à concevoir et gérer des solutions locales efficaces. Cette feuille de route montre que l'innovation ne s'arrête pas à l'ouvrage. Elle commence réellement lorsque l'expérience est organisée, transmise et améliorée dans le temps. Au fil du récit, un symbole revient sans cesse. Chaque pneu recyclé raconte un choix. Celui de ne pas attendre, de faire avec l'existant et de transformer un objet banal en élément porteur. Le guide technique évoqué plus tôt, entouré d'artisans formés sur le chantier, incarne cette transmission silencieuse de compétences qui dépasse largement la construction du pont. Ce n'est plus seulement une infrastructure, mais une chaîne de savoir mise en mouvement. Les villages pilotes, autrefois isolés, deviennent des points de passage. Les enfants traversent sans crainte, les commerçants circulent régulièrement, et les communautés constatent que leurs efforts collectifs produisent un effet tangible. Cette transformation nourrit un sentiment de fierté partagée, fondé sur l'idée que les solutions peuvent émerger de l'intérieur sans renoncer à l'exigence de sécurité ou d'efficacité. Dans cette dynamique, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît comme un fil conducteur. En soutenant une approche locale et structurée, il ne met pas seulement en avant un projet réussi. Il installe une confiance nouvelle dans la capacité d'agir ensemble, même dans un contexte de contraintes fortes. Le pont devient alors un rappel concret. Lorsque la décision, la compétence et la mobilisation se rejoignent, l'impact dépasse l'ouvrage lui-même. Une phrase résume cette trajectoire. L'ingéniosité collective peut porter plus loin que prévu. L'histoire de ce pont dépasse le cadre d'un chantier réussi. Elle invite à réfléchir à la manière dont une société choisit de répondre à ses contraintes. Ici, un matériau négligé, des compétences locales et une décision assumée ont convergé pour produire un résultat concret. Ce schéma n'est pas une formule magique, mais une invitation à regarder autrement les ressources déjà présentes autour de nous. À travers cette expérience, le Burkina Faso projette une image différente, celle d'un pays capable d'expérimenter, d'apprendre et d'ajuster sans attendre des solutions toutes faites. La démarche portée par Ibrahim Traoré ouvre un espace de dialogue plus large sur l'autonomie, la responsabilité collective et la valeur de l'ingéniosité locale dans un monde souvent dépendant de modèles standardisés. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas d'imiter à l'identique mais de s'inspirer. Quelles contraintes pourraient devenir des leviers dans votre propre contexte ? Quelles compétences gagneraient à être reconnues et renforcées localement ? Partager cette réflexion, en discuter et la confronter à d'autres expériences permet de prolonger le sens de cette histoire. La question reste ouverte et elle concerne chacun. Quelle opportunité cachée attend d'être transformée là où vous êtes aujourd'hui ?